Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est cave dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Bon, retour sur le budget du gouvernement Legault, un déficit de 11 milliards de dollars. Mais tout le monde demande plus d'argent. Que ce soit, les oppositions sont pas satisfaites, plusieurs groupes dans la société aussi. Il en manque pour le logement, il en manque pour la culture. Benoît, Mario, bonjour à vous deux. Bonjour. C'est pas un peu paradoxal, ça, Mario? Ben, je sais pas ce que le gouvernement a pensé. Il aurait dû faire un déficit d'au moins 18 à 20 tant qu'à milliards, là, minimum. Parce que là, il n'y a pas d'argent pour le logement, il n'y a pas d'argent pour l'environnement, il n'y a pas d'argent pour tous les domaines, là, finalement. Tu as entendu à peu près dans tous les domaines. Il n'y en a pas assez pour la capitale nationale. Il y en a pas. Tout le monde se plaint qu'il n'y a pas d'argent. Fait que c'est sûr que ça remet en perspective quand même l'ampleur de la difficulté de l'exercice que le gouvernement avait. Et c'est probablement, la réflexion que je voulais faire ce matin, c'est probablement le seul avantage d'un déficit de 11 milliards. Ça te fait une raison évidente pour dire non, puis surtout, ça fait que les gens qui se font dire non sont pas si surpris, là. Tu sais, ça prépare les esprits à se faire dire non. Mais je trouvais ça quand même... Dans certains cas, même les mêmes partis d'opposition vont dire ça n'a pas de bon sens, le gouvernement a perdu le contrôle de ses finances, mais pas d'argent pour tel domaine, il aurait fallu en mettre plus. Mais en même temps, c'est deux sujets importants, là. Le logement puis l'environnement. Faut s'en occuper. Alors, c'est quoi les priorités du gouvernement Legault? Pourquoi c'est pas sur la liste des priorités du gouvernement Legault? Les gens ont besoin de se loger. Là, il est incapable de négocier à la baisse le taux d'immigration qu'on reçoit avec Ottawa. Il promet d'aller bardasser Ottawa, puis il revient la queue entre les jambes. L'environnement, on a beau dire, faut quand même s'en occuper. C'est pas le Québec qui va changer l'état de la planète, mais en même temps, on peut pas faire semblant que ça ne nous affecte pas, là. Il y a des conséquences, là. On va faire une entrevue aujourd'hui, là, sur le fleuve Saint-Laurent. Comment il n'y a pas eu de couverture glaciale, de glace sur ce qui provoque des vagues, ce qui provoque l'érosion des berges. Ben, excusez-moi, mais c'est réel. On a beau rire, là, mais c'est réel. Puis il y a des gens qui vivent ces changements-là. Alors là, dans la liste des priorités, le gouvernement Legault, faudrait peut-être, encore une fois, on en parlait hier, c'est quels sont les programmes nécessaires, où va l'argent, à qui va l'argent, puis on en fait quoi, puis c'est quoi le résultat final. Ouais. Il me semble qu'il est temps qu'on fasse l'exercice sérieusement. Tu sais, c'est un gouvernement comptable, mettez vos bas bruns, puis prouvez-le. Ouais. Mais Benoît, il faut faire attention. Un budget n'efface pas. Un budget, on dit où est-ce qu'on rajoute de l'argent, ça efface pas ce qui s'est fait avant. En novembre dernier, il y a 4 mois, le gouvernement a annoncé pour le logement, là, ils ont annoncé qu'ils avaient fait l'entente avec le fédéral, ils ont mis 900 millions chacun, ça fait 1,8 milliard. Ils l'ont annoncé, ils n'ont pas attendu le budget, ils ont devancé l'annonce dans la mise à jour budgétaire de l'automne, ils l'ont fait au mois de novembre. C'est 1,8 milliard, il est toujours là. C'est-à-dire qu'il s'est fait, c'est annoncé, on ne le réannonce pas une deuxième fois, mais ils l'ont pas coupé non plus. Là. Il va être investi dans le logement. C'est peut-être pas assez, remarque. Là. Puis même chose pour l'environnement, le fonds vert vit avec l'argent des taxes sur l'essence. Et c'est maintenant, c'est plus... Quand on veut investir dans un grand projet environnemental, l'argent sort pas nécessairement du fonds consolidé, du budget annuel du ministère de l'Environnement. Il sort du fonds vert. Le fonds vert n'a pas été coupé dans le budget. Là. Il est toujours là. Puis l'argent rentre par centaines de millions. Donc, c'est pour ça qu'il faut... le budget ne coupe pas non plus des fonds ou des investissements qui étaient déjà prévus ou qui sont déjà en cours. Oui, mais on en fait quoi? On l'utilise comment? Est-ce qu'on l'utilise? Est-ce qu'on le laisse traîner dans les coffres? Est-ce que... Tu sais, nous, on a invité Bruno Marchand et Valérie Plante pour réagir au budget. Et? Zéro. Ils veulent pas venir? Me demande ta pourquoi? faute, Alex. C'est de ta faute. Oui, c'est de ma faute. C'est de ta faute. Aujourd'hui, en passant, tout est de ta faute. Dis-toi que tout ce qui se passe dans l'actualité... Il y a des journées de même, hein? C'est sur tes épaules. Mais tu sais, ils se sont pas prononcés. L'argent qui est prévu pour le logement, l'environnement, ça va toucher Montréal. Il y a de plus en plus de journées de smog à Montréal. On va faire quoi face à ça?
Je trouve qu'il faudrait avoir des réponses à des questions très simples. Mais la mairesse est inquiète, il n'y a pas assez d'argent pour le transport collectif. Sacrément. Oui, elle avait un tramway, là. Puis elle dit qu'elle rêve pas en couleur. Elle avait un tramway. Hey, y a-tu autre chose? Un chausson avec ça? C'est correct. Ben là, ça prend un tramway pour déplacer les gens une fois qu'ils sont débarqués de la ligne rose. Hein? Ouais, puis ça prend aussi un poison organique et environnemental et vert pour les rats qui infestent les quartiers de Montréal. As-tu déposé notre demande de subvention pour notre cirque de rats? Je suis en train d'écrire le projet. OK, parfait. Donne-moi le temps, là, tu sais, puis ça nous prend quelqu'un pour animer ça. Ça nous prend, tu sais, un Guy Laliberté, là. Ça nous prend quelqu'un. Toi? Un maître de cérémonie. Moi, j'ai un petit lousse dans mon horaire cet été. C'est soit ça ou sortez-moi d'ici. OK, parfait. C'est noté. En tout cas, je mets ton nom comme animateur. Parfait, c'est bien. Mario, ça va être une des nouvelles importantes aujourd'hui. Fin d'une saga judiciaire qui aura duré 15 ans pour l'ex-juge Jacques Delisle, qui veut régler le dossier, qui va plaider coupable, mais plaider coupable à quoi? Ben, la seule logique, c'est qu'il va plaider coupable. Là. Je suis pas avocat, puis je regarde ça par la logique la plus simple. Il va plaider coupable à des accusations réduites pour lesquelles la peine va probablement être en bas du nombre d'années qu'il a déjà purgé. Donc, il ne retournerait pas en prison? Ben, je pense pas. Là. Je pense que c'est ça le concept. Moi, je dois avouer, là, je sais que la justice, là, c'est avec un grand J, puis, justice doit être faite en toute matière, puis pour prévenir le crime, mais dans ce cas-ci, je réclame le droit d'être tanné. Là. Tanné dans le sens de dire, OK, je pense qu'on a fait le tour, ne serait-ce qu'en termes de ce que ça coûte comme procédure judiciaire. Parce que là, si on se rembarquait dans toute l'affaire, puis un nouveau procès... Fait que, je suis plutôt content là, qu'il y ait une entente, qu'on ait trouvé une espèce de terrain d'entente qui est raisonnable pour la couronne, la défense. Là. Le monsieur va avoir bientôt 90 ans. Il a déjà fait de la prison. C'est certain que c'est toujours resté nébuleux. Là. On s'entend que cette histoire-là va finir par faire l'objet d'un film. C'est une saga judiciaire. Ça a commencé au début, la poudre sur le bord du doigt. Comment est-ce qu'elle a pu arriver là? Je saisis tout ça. C'est juste qu'il y a un point où il semble qu'à un moment donné, on a fait le tour. Le ministre de la Justice a demandé une révision judiciaire. Le procureur de la Couronne au Québec a dit, nous autres, on lâche pas. On redépose de nouvelles accusations pour qu'il y ait un procès pour meurtre, puis en bonne et due forme. Mais là... Savez-vous ce que ça prouve, cette histoire-là, le décès de Nicole Rainville? Ça prouve, parce que ça s'est passé en 2009, et ça prouve qu'en 2014... quand le gouvernement de Pauline Marois, avec Véronique Yvon, ont adopté la loi sur l'aide médicale à mourir, vous voyez, ça, c'est un exemple où Mme Rainville aurait pu avoir recours à l'aide médicale à mourir. Dans les circonstances, tu sais, si elle avait répondu aux critères, mais pour éviter, parce que c'est pas la seule histoire là, où quelqu'un intervient, puis disons, je dis pas que c'est le cas, là, mais disons que le scénario, c'est que Mme Rainville souffrait, en avait assez, voyait pas de fin à ses souffrances, et demandait, décide de vouloir en finir. Disons que c'est ça le scénario. Moi, je me souviens, quand on a fait le documentaire, par la suite, avec Manon Brunel, qui est allée mourir à Zurich, il y a 20 ans, en 2004, il y avait d'autres cas là, de gens on avait découvert qu'il y a des proches qui les avaient aidés à mourir. On veut pas ça. On veut pas ça pour les proches, d'avoir sur leur conscience cet acte-là. Puis en même temps, on veut pas ça non plus pour les gens qui souffrent avec aucune option, là, avec, une maladie dégénérative incurable. C'est heureusement qu'il y a l'aide médicale à mourir et que maintenant, ça peut être encadré. Il peut y avoir des médecins qui s'impliquent dans le dossier, qui peuvent convaincre la personne de ne pas passer à l'acte ou qui peut l'aider à le faire si les conditions sont en fonction de la loi. Fait que ça, moi, c'est la première affaire qui me saute aux yeux. Là. Ça, c'est parfait pour décrire la nécessité de l'aide médicale à mourir. Ouais. C'est une, effectivement, des hypothèses. Là. C'est pas clair comme ça, quand même. Il n'y a rien de clair là-dedans. Non. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Mais c'est certainement une des hypothèses.
Quoi qu'il en soit, c'est quand même quelque chose pour lui, parce que depuis le départ, il a clamé son innocence. Sa famille le supportait. Les enfants aussi. Oui, mais il a clamé son innocence, on va dire, d'une façon limpide, claire et totale. Il reste que plaider coupable, là, je peux le comprendre qu'il approche 90 ans puis qu'il se dit, bon, ben, à cette étape-ci, je veux juste refaire ma vie en dehors de la prison, point. Mais c'est quand même, pour un homme de loi, on va dire, pour un ex-juge, après avoir plaidé son innocence pendant 15 ans, aujourd'hui d'arriver puis de plaider coupable, c'est pas, ça manque pas de puissance symbolique, là. Est-ce que c'est un cas d'acharnement? Parce que les cas d'homicide, il y en a 13 à la douzaine, là. Puis on regarde ça des fois, puis il y en a qui s'en sortent beaucoup plus facilement que ce qu'on a vu là. Est-ce que parce que c'était un juge, parce qu'il n'a pas voulu témoigner, parce que je ne sais plus trop pourquoi, on s'est acharné sur le cas du juge de Lille? Je sais pas si le mot acharné est trop fort, mais je pense que parce que c'est un juge, la justice a vécu tout le long avec une obsession de ne pas montrer au public, là, tu sais. En fait, c'est le principe, c'est pas compliqué, là, c'est le principe du type qui arbitre un match de hockey, junior, puis oui, puis son fils est sur la glace, puis il est obligé de lui donner 2 punitions pour pas que les autres se plaignent que, tu sais, son fils a eu des privilèges. Donc, fait que là, la justice a tellement peur qu'on dise, c'est bien un ancien juge, qu'on a eu l'effet inverse, là. Probablement que pour un simple citoyen autre, on aurait dit bof, là, c'est assez, là. Et là, on se dit non, là, pour le juge de Lille, il faut qu'on montre qu'on va jusqu'au bout du bout. Ben, est-ce que c'est ça? Peut-être que c'est pas ça non plus. Peut-être que la couronne est foncièrement outrée, que, bon... Peut-être qu'on est juste des commentateurs, puis on ne sait pas, tu sais. Ben, une chose est sûre. Non, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans la vraiment. tête des gens de la couronne, là, tu sais. Peut-être qu'eux sont vraiment convaincus qu'un meurtre a été commis, puis que justice doit être rendue, puis en leur âme et conscience, ils le font jusqu'au bout pour des bonnes raisons aussi, là. Mais ça avait marqué l'histoire, là. Je veux dire, c'est quand même devenu le premier juge à être emprisonné pour meurtre premier au Canada. Ça, c'est quand même pas rien. Benoît, des chiffres quand même, parce que c'est la 3e hausse de suite, le nombre de crimes haineux qui a augmenté de 7 en 2022 au Canada, selon les policiers. Mais ce qui est intéressant, c'est que les provinces qui ont fait face aux taux les plus élevés de crimes haineux en 2022, l'Ontario, la Nouvelle-Écosse, la Colombie-Britannique. On est pas là? Le Québec. Pour une fois qu'on était premiers, tu sais, on est les rois racistes, on est les pas fins de service, on fait vomir Mme El Gawabi, là, la représentante spéciale contre l'islamophobie. Là, je regardais ça, puis je me dis, coudonc, qu'est-ce qui s'est passé? On est où, là? Ce qui est intéressant aussi, c'est l'augmentation du racisme envers les Sud-Asiatiques, avec 30 affaires en 2022, évidemment, je pense lié à la COVID, probablement, parce qu'on a vu des cas de racisme débiles à cause de la COVID. Et la baisse a été remarquée. Chez nous, là, il y a eu une baisse des crimes haineux. Une baisse. Alors, tu sais, quand on est dépeint comme les racistes, comme les... Il faudrait voir. Puis, en passant, ça, c'est 2022. Je vous garantis que 2023 et 2024... les crimes haineux envers la communauté juive, par la communauté qui appuie les Palestiniens, puis parfois, dans certains cas, le Hamas, je pense que ça va faire bondir les cas de crimes haineux au Canada et au Québec, parce que ça, mais là, les méchants... Puis il y a aussi des crimes haineux envers les Blancs, ce qui m'a beaucoup étonné, une augmentation de 54% des crimes haineux envers les Blancs. Donc, je pense qu'on commence à avoir une image un peu plus réaliste là, de ce qui se passe dans le beau Canada de Justin Trudeau, puis aussi au Québec. Puis on attend encore les excuses véritables de Mme El Gawabi. Je tiens à faire une précision, Benoît. Mme El Gawabi, là, c'est pas les Québécois francophones là, qui la font vomir, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Oui. Ça, par quoi on est passé. Mais je me dis... C'est par quoi on est passé pour que ça parle encore pour des années, mais de l'arrivée des premiers colons jusqu'à aujourd'hui, en passant par les plaines d'Abraham. Pourquoi ça parle encore français? Pourquoi on a maintenu notre langue? Oui, c'est ça, excuse-moi. Ouais, c'est ça. Arrête, s'il te plaît. C'est ça qu'elle trouve vraiment dégueu, là. Je sais pas, là, faudrait mieux comprendre. Mais ouais, Benoît a raison, par exemple, ces chiffres-là, moi, je les regardais, je me disais exactement ça. J'ai hâte de voir ça va être quoi les chiffres quand on va compiler là, la période de
l'après 7 octobre, feu sur les écoles. l'attaque du Hamas, exactement, l'attaque du Hamas, la réplique d'Israël, ce que ça a amené comme tension chez nous. Les discours, les discours antisémites sur la place publique. Là. Ben oui. Benoît, Mario, merci à vous deux. Petite gravole, Benoît. Ouais.